du Mifo. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Si vous pensez à vous incorporer et que vous avez encore des pour et des contre dans votre esprit, restez connectés parce qu'aujourd'hui, on discutera avec notre conseiller financier de cette thématique-là et il vous donnera les avantages et les inconvénients. On va aussi parler de comment fonctionne actuellement le Centre Espoir Sophie. Vous savez que c'est un centre pour les femmes en détresse. On aimerait bien savoir durant cette pandémie-là, comment ils arrivent à desservir ces femmes-là. Et la directrice générale sera avec nous dans les prochaines minutes. Et tout de suite, pour commencer, je vais m'entretenir avec M. Sébastien Ricard, qui a lancé aujourd'hui même, lui et une belle équipe qui l'entoure, a lancé aujourd'hui même un projet balado intitulé « Pour en finir avec Octobre ». Je suis sûre que le monde me regarde. Mais c'est quoi comme titre, là? On parle de quoi dans ce balado? Ben, en fait, le titre fait référence à un ouvrage qui est écrit en prison par un des felkistes enfermés. Donc, l'histoire d'octobre et du balado, c'est un retour sur les événements de la crise d'octobre, dont c'est le 50e anniversaire, si on veut, ces jours-ci. Une crise qui a débuté donc en octobre 70 avec l'enlèvement d'un diplomate anglais en poste à Montréal le 5 octobre et qui s'est plus ou moins terminé par sa libération en décembre de la même année. Mais entre-temps, il y a eu la loi des mesures de guerre qui a été promulguée par le gouvernement fédéral de Pierre-Éliott Trudeau et il y a eu la mort aussi d'un deuxième otage, la mort de Pierre Laporte. Donc c'est un événement qui a une considérable importance dans l'histoire récente du Québec, mais qui paradoxalement a fait a pas donné beaucoup de matière en dehors d'un récit qui est toujours le même qu'on se raconte finalement à toute fin pratique depuis 50 ans. Donc l'idée du balado sur lequel, avec la grande équipe que vous mentionnez tout à l'heure, mais surtout en collaboration étroite avec Brigitte Hinkins, le balado donc se penche et essaie de réfléchir davantage les événements d'octobre 70 à l'occasion des 50 ans qui nous séparent aujourd'hui de ces événements-là. Et quand on parle de réflexion plus poussée que vous avez dans ce balado-là, j'ai pu voir sur le communiqué qui est écrit que vous essayez de plonger dans la parole des personnes qui n'ont pas souvent été entendues dans cette histoire-là. À qui on fait allusion? C'est vrai, en fait. Mais on fait allusion beaucoup aux gens qui ont été incarcérés donc dans la foulée de la loi des mesures de guerre, promulguée le 16 octobre 1970 par le gouvernement fédéral. Donc ça a donné lieu à des rafles, à des arrestations, évidemment sans mandat, c'était ce que la loi permettait de faire à l'époque. Et donc les récits des gens qui ont été enfermés, souvent les gens les ont mis sur papier, donc ces histoires-là, et c'est des récits qui sont peu connus, qui ont peu été entendus et que avec l'équipe, on a tenu à les faire entendre, en fait. Donc, c'est à la fois ma parole personnelle. J'ai écrit si on veut, la trame narrative de ces balados-là. Parce que, partant du point de vue que moi, malgré le fait que je sois né en 1972, donc 2 ans après les événements, je considère que c'est des événements qui ont eu un impact sur ma vie, malgré tout, considérable. Donc, je me suis autorisé donc à les réfléchir. Mais, comme vous le disiez, à travers cette colonne vertébrale narrative, si on veut, qui traverse les 8 balados, les 8 épisodes du balado, il y a intercalé là-dedans non seulement des archives, des extraits d'archives de toutes sortes, sonores tout le temps, mais il y a aussi cette parole des gens qui ont été incarcérés et qui ont couché sur papier le récit de leur enfermement. C'est donc ces paroles-là qu'on trouvait très important de faire entendre aujourd'hui. Est-ce que c'est dans le cadre du 50e qui va se fêter cette année que vous avez pensé à faire ce balado-là, ou c'est juste que vous avez pensé que c'était nécessaire de faire parler les personnes qui n'ont pas eu le droit de parole il y a des années auparavant? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça?
C'est ça, je pense que c'est à l'occasion des 50 ans, mais on parle pas vraiment d'un anniversaire, il n'y a pas de célébration autour d'octobre, hein, parce que c'est un événement traumatique au Ouais. Québec, donc c'est plus les 50 ans, c'est une date importante, je pense, dans l'histoire du Québec, et puis le fait qu'on soit à 50 ans de distance, le chiffre est marquant, il y a encore beaucoup de gens qui ont vécu ces événements-là, qui vivent parmi nous au Québec, au Canada, donc il est important, à mon avis, de revenir là-dessus. Et de, oui, pousser la réflexion, à mon sens, plus loin que ce qui a été fait jusqu'à maintenant, tu sais. Puis, c'est ça, je pense que c'est important pour une société comme le Québec d'être capable de revenir sur cet événement-là parce que je pense qu'il, comme je le disais tout à l'heure, c'est un événement qui est traumatique puis largement tabou, en fait. Donc, l'objectif du balado, c'est vraiment d'essayer de réouvrir la parole autour de ça. Euh, c'est un essai qu'on fait et on espère que ça va faire des petits, que ça va entraîner d'autres choses ensuite et qu'on va pouvoir sortir du récit un peu univoque qu'on nous a servi dans les 50 dernières années au sujet de ces événements-là. Et si on parlait maintenant du travail qui a été fait, je dirais en studio, parce que le balado, ça se fait enregistrer et tout, comment ça s'est passé? Ben, ça a été d'abord un long travail de, 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 de récupération d'archives, comme je disais, de documentation, mais aussi principalement un travail d'écriture. En fait, moi, les 6 mois derniers, je les ai passés à écrire Wow. là-dessus, donc à réfléchir, mais aussi à discuter beaucoup avec ma collaboratrice principale, qui est Brigitte Henkens, une grande metteur en scène, parce que je suis également comédien, donc c'est une femme avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui est une grande amie. Donc, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges autour du projet qu'on voulait faire. Et cet aspect-là du travail est central parce que ça n'aurait pas été possible donc sans la collaboration de Brigitte, de Xavier, je pourrais nommer toutes sortes d'autres personnes, mais donc, c'est un travail d'écriture, de documentation, d'échange. C'est principalement ça qui est au cœur du travail du balado. Puis ensuite, vous avez raison, c'est vrai, il a fallu entrer en studio pour enregistrer les épisodes. Et puis, il y a tout un aspect réalisation qui n'est pas mon travail personnellement, qui a été celui de Transistor Media, donc qui a fait un travail magnifique là, pour faire en sorte que le balado puisse exister comme objet sonore à part entière. Vous avez fait un très beau travail et puis il faudrait parler à la réalisation aussi, je peux le dire. C'est un beau travail. Déjà, j'ai pu entendre un bout du premier balado qui est disponible aujourd'hui sur le site web Oui, on va montrer à l'écran maintenant. C'est un balado de 15 minutes et j'entends votre voix, Monsieur Ricard. J'entends les petits extraits, des petits témoignages aussi. La musique de fond, c'est beau en fait, comment c'est présenté. Parce qu'un balado, on se dit, OK, on va l'écouter juste pour relaxer, mais ça nous captive, on a envie de plus, de plus, de plus. ah, c'est vrai, ben, je suis content que vous me disiez ça parce que vous savez, vous êtes à peu près une des premières personnes qui m'en parle aujourd'hui parce que, comme vous le mentionnez, on a aujourd'hui lancé le Lancé, oui. balado. Donc, je suis content d'avoir votre son de cloche là-dessus. Ça me fait vraiment plaisir. Ben oui, je pense que c'est un beau travail. Je parle moins du mien que celui de ceux avec qui j'ai collaboré. Je parlais de Transistor tout à l'heure. Le travail de réalisation est magnifique. La musique de Bernard Falaise aussi, dont vous parliez, est extraordinaire. Je suis content que vous disiez que ce soit captivant. Moi, je pense que c'est une histoire qui est captivante, qui mérite qu'on se penche sur elle à nouveau, puis qu'on essaie de la comprendre Oui, davantage. oui. Et c'est ce qui me fait plaisir, en fait, de vous entendre. Alors là, on a dit, on l'a mentionné plusieurs fois durant l'entrevue, c'est 8 épisodes, mais ce que vous cachez, c'est qu'il y a un 9e qui sera fait en direct. Pourquoi on a gardé ça pour la Absolument. fin? Ben, en fait, vous savez, c'est les circonstances un peu particulières que traverse le monde entier en ce moment qui ont voulu que ça se déroule comme ça. Parce que au tout début, il était pas question même de balado. Hein. C'était censé être une semaine un événement théâtral, mais un peu particulier au Théâtre Diamant à Québec. C'était une proposition au tout départ d'ailleurs du Théâtre Diamant de se pencher sur cette crise-là. Et la pandémie est arrivée, les possibilités de faire des représentations se Ouais. sont Restreinte, réduites ouais. après. Et donc, on a décidé de se concentrer sur le balado à partir de là, mais on a gardé toujours l'idée de faire une représentation ultime au balado, au diamant, qui serait comme un épilogue aux 8 épisodes du balado. Les nouvelles contraintes, en tout cas au Québec, je sais que vous n'avez pas la même chose à Ottawa, mais au Québec, on est maintenant interdit de fréquenter les lieux culturels, donc les théâtres. Donc, il a fallu imaginer autre chose. Puis,
on s'est concentré maintenant sur une émission spéciale de radio. Donc, on demeure dans l'univers sonore à part entière. Et ce sera une émission de 2 heures pour clôturer notre aventure de balado. Mais ce qui est particulier, c'est que là, on s'adjoint sur scène, pas sur scène, dans le studio avec nous, la classe de finissant du Conservatoire de théâtre de Québec. Robert Lepage, qui est le directeur artistique et fondateur du Théâtre Diamant, Jacques Leblanc, qui est le directeur du Conservatoire d'art dramatique de Québec, vont aussi venir participer à l'expérience. Et donc, c'est une émission de radio de 2 heures. Le 24 octobre. Rendez-vous pris pour le 24 octobre pour le 9e épisode. Écoutez, bon boulot et puis félicitations pour ce balado-là. Je le trouve vraiment super. Bonne chance avec ça. Et je vous remercie. Merci infiniment, Claude. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressés, comme je l'ai mentionné, le premier épisode, il est disponible là maintenant au www.cblines.com. Vous avez juste à aller sur le site web. Il est là, en tout premier, là, c'est lui qui est là. Maintenant, on va s'intéresser à comment est-ce que le Centre Espoir Sophie vit la pandémie avec ces femmes-là qui le soutiennent tout le temps. Et pour en parler, la directrice avec moi, Madame Nassila Selal. Et j'aimerais demander d'abord, j'aimerais vous demander de nous parler un peu de comment le Centre Espoir est né, le Centre Espoir Sophie. Oui, bonjour. Merci de me recevoir au sein de cette émission. En fait, le Centre Espoir Sophie est né en 1994 avec une jeune femme qui s'appelait Sophie, qui avait 27 ans, qui était enceinte de 7 mois, qui était toxicomane, qui était séropositif et qui avait besoin de services. Et puis, il semblerait qu'à cette époque-là, aucun organisme ne pouvait répondre à ses multiples besoins. C'est donc finalement une intervenante qui a accompagné Sophie jusqu'à la fin. Et en fait, Sophie et cette intervenante se rencontraient dans des parcs ou des restaurants. C'est un espace dédié. Et donc petit à petit, l'idée a germé entre Sophie et puis un certain nombre de femmes engagées dans la communauté. Puis elles ont créé le Espoir Sophie, grâce notamment à une petite maison qui a été mise à disposition par les Bergers de l'Espoir en 1997. Puis malheureusement, cette petite maison a été démolie en 2000, donc le centre a fermé entre 2000 et 2002. Et puis en 2002, c'est la Société Saint-Vincent de Paul qui a offert une planche de secours et qui a mis à disposition donc l'espace actuel dans lequel le centre se trouve, qui est au 145 rue Muret. Voilà. Et j'ai l'impression... J'ai l'impression, moi, je sais un peu qu'est-ce que vous faites dans la communauté ici, mais je n'avais pas cette histoire-là, la base de cette madame-là qui était enceinte, séropositive, qui était face à des problèmes. Moi, je pense que je ne suis pas la seule même à ne pas connaître l'histoire. Mais au jour d'aujourd'hui, en 2020, quelle sorte de cliente que vous desservez? Eh bien, en fait, nous desservons toutes les femmes qui ont des besoins particuliers. C'est une clientèle qui provient principalement du centre-ville d'Ottawa et de Vanier, qui sont, vous le savez, des quartiers prioritaires où on a un important indice d'inégalité globale. Nous servons également des femmes qui sont en situation d'itinérance, souvent des femmes francophones, issues ou non de l'immigration, des autochtones, des membres de la communauté de SLGBT+, des personnes âgées, des personnes dans la pauvreté, des personnes souffrant de divers handicaps. Voilà globalement qui sont nos clientes. Et puis, comment ces femmes-là, vous pensez, elles entendent parler du Centre Espoir Sophie? Est-ce que c'est du bouche à oreille ou vous allez comme vers ces femmes-là dans le centre-ville ou à Vanier? Alors, ça fonctionne beaucoup avec le bouche à oreille. C'est un mode de communication qui est très utilisé dans ce milieu-là, parce que malheureusement, ce sont souvent des femmes qui n'ont pas d'autres moyens de communication, elles n'ont pas de téléphone, elles n'ont pas forcément de connexion, elles n'ont pas forcément d'ordinateur. Donc, quand on veut communiquer avec elles, souvent, on fonctionne avec le bouche à oreille. Après, bien évidemment, on essaie d'utiliser des méthodes conventionnelles en distribuant des flyers, en diffusant l'information auprès des autres centres, etc. Et une femme qui arrive chez vous, si elle arrive chez vous, elle a besoin d'un service, c'est quoi la première affaire que vous faites avec elle? Est-ce que c'est juste la discussion pour essayer de la connaître ou tout de suite, il y a quelque chose à lui proposer? Alors, en fait, le Centre Espoir Sophie a une approche de travail qui est particulière, qui est une approche
qui consiste à adopter une position d'ouverture, de non-jugement et d'acceptation. Nous ne demandons pas à la femme de nous raconter son histoire si elle n'a pas envie de le faire. Okay. On reste très ouvert à elle et puis on reste à son écoute et on répond à ses besoins. Voilà. Ce qui est important pour nous, c'est qu'elle sache dès le départ qu'elle a accès à un certain nombre de prestations, que si elle en a besoin, elle peut venir au centre et bénéficier de ces prestations totalement gratuites. En ce moment-là, avec la pandémie, comment vous arrivez à toujours offrir vos services à ces femmes-là? Parce que je sais qu'elles en ont besoin, là, encore plus maintenant. Oui, tout à fait. En fait, on a dû s'adapter. Donc, au départ, le centre a fermé pendant quelques semaines parce que nous n'avions pas les moyens matériels ni la formation nécessaire pour accompagner sécuritaire les femmes. Puis, dès que nous avons réuni tout ce qu'il fallait, avec l'appui justement de la ville, avec l'appui de notre conseil d'administration également, nous avons pu réouvrir le centre et puis adapter les prestations. Avant, les femmes pouvaient rentrer en nombre important à l'intérieur du centre. C'est quelque chose qui n'est malheureusement plus possible. Pour accéder aux prestations qui se trouvent à l'intérieur du centre, c'est utiliser les téléphones, l'ordinateur, la douche, la buanderie, toutes ces choses-là, ça se fait sur rendez-vous. Et donc les femmes prennent un rendez-vous et puis à ce moment-là, elles peuvent rentrer dans le centre, bénéficier de ces prestations. Pour ce qui est des repas, on s'est organisé pour offrir des repas à emporter. Donc ce sont toujours des repas chauds, mais qui sont distribués dans des contenants spécifiques. Voilà. Et ce qui ne nous empêche pas non plus d'essayer de maintenir des activités de socialisation. On essaye toujours d'avoir une activité par semaine qui soit récréative, soit ludique, soit culturelle. Nous sommes allés à la plage, nous sommes allés visiter le musée des Beaux-Arts. Oh, cool. Et puis, oui, ça a été beaucoup apprécié par les femmes. Et puis, on essaye aussi de souligner les événements particuliers. Par exemple, pour la Fête du Canada, on a fait un repas un peu spécial. Pour la fin de l'été, on a organisé un barbecue. Pour l'Action de grâce, on a monté un stand à l'extérieur avec une déco automnale. Voilà, on essaye de rester... de maintenir les relations sociales malgré la distanciation sociale. Et c'est clair que vous avez besoin de la communauté pour vous soutenir parce que pour pouvoir servir ces femmes-là, vous avez besoin d'un soutien, que ce soit financier ou même matériel, je dirais. Je pense que c'est pour ça que vous avez, vous pensez à faire cette levée de fonds pour le 22 novembre prochain. Oui, tout à fait. En fait, le centre continue d'exister grâce à un financement de la ville. Ceci dit, pour pérenniser les activités du centre et puis pour les développer, nous organisons une fois par an une levée de fonds. La prochaine va se dérouler le 22 novembre. Elle sera pour la première fois virtuelle, ce qui est un défi en termes d'organisation. Mais on relève le défi, voilà. Donc c'est un événement qui va se dérouler de 16h à 17h. Il y aura une information très détaillée sur le programme, le déroulement qui est disponible sur notre site web et sur notre page Facebook dans peu de temps. Là, nous sommes à l'étape de consolidation du projet et c'est vrai que l'objectif du T est principalement une levée de fonds qui va permettre au centre de pérenniser les services qui sont offerts aux femmes, mais c'est également pour nous l'occasion de montrer comment le centre fonctionne et comment nos partenaires et nos donateurs nous soutiennent, pas uniquement à l'occasion du thé, mais également pendant toute l'année. Parce que pendant toute l'année, les donateurs continuent à donner au centre. Alors, ça peut être du bénévolat, ça peut être des dons de vêtements, ça peut être de l'argent. Voilà, c'est... Donc, en ce moment, c'est de ça que vous avez besoin. Fait que si les gens qui nous entendent, s'ils ont envie de donner un coup de main, ils peuvent commencer à le faire maintenant et puis aussi le faire le jour de la levée de fonds. Je suis pas mal sûre qu'on va se revoir sur l'émission pour pouvoir donner plus de détails sur ces levées de fonds-là. Mais pour l'instant, j'aimerais vous dire merci au nom de toutes ces femmes-là et puis vous souhaiter bonne chance pour la levée de fonds. On se voit bientôt, j'espère. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, pour donner un coup de main au Centre Espoir Sophie, je vous inviterai à visiter le www.centreespoirsophie.org et puis pensez-y, là, préparez-vous pour la levée de fonds qui s'en vient pour le 22 novembre. En début d'émission, j'ai parlé de ceux qui pensaient à s'incorporer et si forcément vous avez des pour et des contre dans votre esprit. Notre conseiller financier, Cédric Laricaldi, est avec nous. Et Cédric, moi, je suis en plein apprentissage avec toi. Je vais commencer par te demander, quand on parle d'incorporation, on parle de quoi et pour qui?
Alors, très bonne question. Bah, écoute, en général, lorsque quelqu'un se pose la question s'il veut s'incorporer, c'est pour des professionnels. Euh, la première information importante, c'est j'ai une rentrée d'argent plus importante que mon besoin. Donc, imaginons que vous avez besoin pour payer votre loyer, votre entreprise et tout ce dont vous avez besoin de 50 000 $ par an, mais que votre entreprise génère 80 000 $ par an. Ça veut dire que vous avez 80 000 qui rentrent chez vous, et donc vous payez des taxes sur 80 000. Mais vous en avez besoin que 50. Donc l'autre 30 000 que vous recevez, vous le gardez sur vos comptes bancaires. Mais étant donné que c'est un revenu, vous payez les taxes sur le salaire. Là où l'opportunité que vous avez, c'est d'ouvrir une corporation, c'est-à-dire tout l'argent que vous allez recevoir se met dans votre entreprise et vous ne sortez que ce dont vous avez besoin. C'est comme une banque qu'on se crée nous-mêmes? Exactement, c'est exactement ça. La seule chose, c'est que l'agence du revenu est d'accord, c'est la réglementation qui est comme ça, de payer des taxes sur le revenu à partir du moment où vous sortez l'argent de ce compte-là. Tant que ça reste dedans, vous payez une petite taxe, il y a toujours une petite taxe, ce qu'on appelle passive income, mais qui est à 12,5%, donc qui est beaucoup plus bas que des gens qui font un peu plus d'argent. Le gros avantage, la première étape de savoir si on s'incorpore, oui ou non, c'est j'ai une rentrée d'argent qui est plus importante que mes besoins. Quel que soit le niveau que vous soyez. Alors oui, tu nous en parles de plein d'affaires là, mais il y a toujours des avantages et des inconvénients. C'est quoi les avantages d'abord? Alors, le premier avantage, donc sachez que pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est depuis le 1er octobre 2020, les agents immobiliers ou agents d'immeubles ont la possibilité d'être incorporés. Donc, ça veut dire quoi pour eux? C'est une grosse différence parce qu'un agent immobilier qui travaille très fort peut faire des très gros salaires, 100 000, 200 000. Là, lui, il paye full tax. Donc, il va déclarer 200 000 $ de revenus. Mais s'il a besoin que de 80 000 pour vivre, parce que c'est quelqu'un qui a 30 ans, qui n'a pas d'enfant et qui n'a pas une vie, qui travaille fort, lui, il paye des taxes là-dessus surtout. Donc, en fin de compte, c'est comme si vous aviez un coffre-fort où vous pouvez mettre votre argent dedans. Oui. Et tant que vous n'avez pas besoin de cet argent-là, vous allez payer une taxe qui est beaucoup moindre, qui est de 12,5% lorsque vous laissez de l'argent, au lieu de 30 ou 40%. Donc ça, c'est une aubaine déjà pour les gens qui sont en immobilier. C'est clair, on attend ça depuis des années. C'est comme ça, c'est la réglementation qui était comme ça. Donc là, depuis le 1er octobre 2020, tous les agents d'immeubles se disent « Oh là là, mais ça devient important pour moi. » Pourquoi? Parce que ça peut m'éviter de payer des taxes. Donc l'avantage, c'est d'utiliser ce coffre-fort qu'on appelle corporation, de laisser l'argent dedans qui rentre tous les mois et de ne l'utiliser qu'au moment où vous avez besoin. Donc ça, c'est l'avantage numéro 1. L'avantage numéro 2, c'est on a la possibilité d'utiliser l'argent qui est dedans, à l'abri de la taxe sur le revenu, parce qu'il est à l'intérieur. Vous ne payez pas de taxe tant que l'argent, pas de taxe sur le revenu, il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc tant que c'est à l'intérieur, vous ne payez pas de taxe sur le revenu, mais vous pouvez faire de l'investissement à l'intérieur. Donc prenons quelque chose d'assez simple. Vous voulez mettre 100 $ sur votre CELI et vous êtes entrepreneur. Comment vous allez faire pour mettre 100 $? Vous allez prendre de l'argent de vos gains, de votre corporation, mais pour avoir 100 $, vous allez payer des taxes là-dessus. Il y a du net. Est-ce que vous le sortez? Vous le sortez. Donc, pour mettre un 100 $ sur votre CELI, en moyenne, il faudrait que vous sortiez 140 $, parce qu'il y a des taxes à payer, on va dire entre 30 et 40%. Donc, vous avez 140 $, on paye les taxes, maintenant vous avez 100 $ et vous le mettez sur votre CELI. Si vous le mettez dans votre corporation, vous faites votre investissement, là, les 140 $ de départ, vous ne payez pas de taxes sur le revenu, puisque vous ne le sortez pas, vous le laissez dans votre corporation. Donc, oui, il y a des taxes qui vont être mises en place, mais en gros, au lieu de mettre un 100 $, mais elles ne seront pas énormes, en fait. Vous allez payer... De quoi? Elles ne seront pas énormes, en fait, les taxes qui non, en gros, vous allez mettre un 140 $ dans votre investissement au lieu d'un 100 $ dans votre CELI, pour le même montant d'argent que vous allez sortir. 140, 100 $. Donc,
L'avantage, c'est vraiment de pouvoir faire des choses. Il y a des assurances vie que vous allez pouvoir payer sous votre corporation au lieu que ça soit personnel. Donc, il y a des règles entourant ça. Mais c'est là l'avantage, c'est que vous laissez de l'argent dans votre coffre-fort et puis vous l'utilisez pour payer des choses que normalement, vous devriez le payer, vous, en tant que personnel. Là, il va nous rester 4 minutes. Là, est-ce qu'on a un autre avantage? Parce que je pense que c'est ça qui nous plaît le plus. L'avantage 1, il faut laisser de l'argent dans la corporation. Si à la fin de l'année, vous faites 200 000 $, mais vous avez besoin de 200 000 $ pour payer tout ce que vous avez à payer, votre style de vie, vos voitures, votre chalet, la corporation n'a pas besoin vraiment d'être là. Parce qu'il faut, le gros avantage, c'est qu'il faut laisser de l'argent dans votre corporation. Pourquoi? Parce que il faut créer une corporation. Ça va coûter entre 1 000 et 2 000 $ de créer une corporation. Ensuite, vous payez des impôts. Et les impôts qu'il y a au niveau de la corporation, selon les comptables, on est entre 1 500 à 3 000 $ par an. Donc, il y a un coût à l'intérieur. Par contre, si vous laissez de l'argent à l'intérieur, bah là, il y a un avantage. Il y a un avantage. Alors, les inconvénients, là, il va nous rester 3 minutes, là. L'inconvénient premier, c'est vous avez besoin d'un comptable et besoin d'un avocat pour le faire. Donc, nous, c'est ce qu'on a créé. On a créé une équipe de choc, entre guillemets, un peu ce qu'on appelle un board of directors, qui vont vous aider. Donc là, vous n'avez pas besoin de chercher. On vous donne deux comptables ou 2 avocats. Vous choisissez lequel avec qui vous avez envie de travailler. Lui va ouvrir votre corporation et l'autre va vous faire votre taxe. Donc l'inconvénient, c'est qu'il y a un coût supplémentaire. L'avantage, c'est que vous pouvez gagner beaucoup de taxes à la fin de l'année. Mais c'est ça qui est intéressant parce que si on a la possibilité, en fait, de payer, de saigner, en fait, un bon montant au début pour vraiment être corporé, après, on est bénéficiaire. Donc, je pense que les avantages sont plus élevés que les inconvénients. Tout à fait. Tout à fait. Je dirais, il y a très peu d'inconvénients, si ce n'est le coût. Mais quelqu'un qui est entrepreneur est définitivement pour les agents d'immeubles. Un agent d'immeuble qui a du succès va faire vite 200 à 300 000 $. Oui, il travaille énorme, mais il ne va pas faire 20 heures par semaine, on est d'accord. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui font beaucoup d'heures, donc ils sont bien rémunérés pour ça. Là, ils ont un gros avantage de couper leurs taxes par 2. Donc, au lieu de payer peut-être 100 000 $ de taxes par an, ils vont pouvoir payer que 50 000. C'est important. Donc là, vous pouvez investir à l'intérieur de votre corporation, de faire des gains avec un terme qu'on utilise, c'est vous utilisez de l'argent avant taxe plutôt d'utiliser de l'argent après taxe. Ben oui, OK. Alors là, pour les gens qui nous regardent, si tu as dit qu'il y a plus, ton équipe est là, prête à les recevoir, je suppose que vous faites tout virtuellement. On est rendu là. Oui, exactement. Donc, email pour l'introduction des avocats et des comptables. Et ensuite, on fait beaucoup de communication virtuelle. Ça se passe très bien. Moi, c'est comme ça que je me suis incorporé. À l'époque, on faisait déjà du Skype parce qu'on était tous occupés. Non. L'étape numéro 1, c'est de faire votre budget. Faites votre budget, voyez si vous avez un petit peu trop d'argent et si vous dépensez pas tout, alors là, on peut vous aider pour aller à l'étape numéro 2. Alors, il reste juste 30 secondes. J'aimerais juste savoir, est-ce que les séances d'information, vous pouvez les offrir aussi pour les gens qui veulent avoir plus d'informations avant de se lancer dans ça? Complètement. On a une première introduction, on regarde au bout de 20 minutes, on sait plus ou moins si c'est un oui ou c'est un non. C'est bon. Merci beaucoup, Cédric. On se voit une prochaine fois. Bon week-end. Attention à vous. Ciao. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressés, www.aspirewealth.ca, c'est le site web de notre conseiller financier. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end et on sera de retour le lundi à partir de 11h. Soyez des nôtres. On va parler avec le peintre Héritier Bilaka. Il va nous parler de son exposition qui est en cours actuellement à la Galerie d'Art. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de Jacobus, un rappeur acadien originaire de la Nouvelle-Écosse. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain.
Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, c'est Madame Jacinthe Malbeuf qui nous amène se promener à Vanier. On vous attend. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.